Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les start-up tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation spécialisée pour vos équipes, un service de surveillance des menaces ou même pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense offre toute une palette de services destinés aux petites entreprises. Si vous n'avez pas pu assister au webinaire organisé sur ce thème le 28 mai 2024, pas de panique, vous pouvez dès à présent accéder au replay en allant sur le site orangecyberdéfense.com. C'est le point d'entrée pour tout savoir et prendre les devants contre les cybermenaces. Pour la première fois, la France a créé un chemin qui est peut-être le chemin le plus important. C'est le leadership sur finalement comment la démocratie va se nourrir de l'IA et pas être perturbée par l'IA. Bonjour Axel Daucher. Bonjour. Vous êtes entrepreneur du numérique, multi-entrepreneur avec une longue carrière. Vous avez à un moment dirigé la plateforme Deezer. Vous avez dirigé le tout premier Vivatech. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une organisation qui s'appelle Make.org. De quoi s'agit-il exactement ? Alors Make.org, ça a été fondé il y a maintenant 8 ans avec Alicia Combaz. Et le principe, c'est d'utiliser la technologie pour réengager très massivement les citoyens dans l'action publique. Donc on a développé plein d'outils pour faire collaborer des millions de personnes avec des pouvoirs publics. On fait ça pour l'ONU, pour les institutions européennes, la France, l'Allemagne, les gouvernements américains, des villes, des régions. Et ça change la donne parce que ça permet une réappropriation de nos institutions et un réengagement des citoyens dans la démocratie. Et donc l'une des réalisations qui est annoncée ici à l'occasion de Vivatech 2024, c'est une initiative qui s'appelle les communs démocratiques. Ah oui, c'est très très important. Ça a été annoncé à l'Élysée en début de semaine. On a construit avec le CNRS, Sciences Po et la Sorbonne un programme de recherche absolument inédit de 50 chercheurs pendant 2 ans, dont le rôle précis est de construire une IA qui est compatible pour un usage démocratique. Demain, vous voulez co-construire une loi, vous voulez engager des citoyens. Comment ne pas apporter dans la démocratie des biais de l'IA? Est-ce que l'IA a une opinion? Est-ce que l'IA représente toutes les catégories? Et ça va être ça le travail de recherche pendant 2 ans. C'est devenu le premier programme mondial sur le sujet. Les universités américaines nous rejoignent maintenant dans ce projet-là. Donc pour la première fois, la France a créé un chemin qui est peut-être le chemin le plus important. C'est le leadership sur finalement comment la démocratie va se nourrir de l'IA et pas être perturbée par l'IA. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une sorte de contre-pied aux entreprises privées qui aujourd'hui font de l'IA et ont de plus en plus tendance à rester maîtres de leurs outils alors que finalement ça concerne tout le monde ? Alors pas tout à fait, je dirais en fait, on fait sur l'IA ce qui aurait dû être fait il y a 20 ans sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est génial, c'est vachement bien, mais dans des cas d'usage particuliers et notamment les élections, ça a des effets pervers, il faut les regarder avec attention. Et c'est ce qu'on fait maintenant sur l'IA. Donc pratiquement, on va travailler sur réinventer les principes démocratiques à l'âge de l'IA. Donc c'est un travail qu'on va faire avec Sciences Po, qui est un travail de philosophie politique. Et sur la base de ces principes, on va déterminer un modèle d'évaluation de modèles de langue, de ChatGPT, etc. D'accord. De façon à les corriger. Et du coup, à la fin, d'avoir des IA en open source qui sont accessibles à tous, mais qui ne portent pas des biais et qui sont donc compatibles avec la démocratie. Ouais. Bon, après, on sait qu'aussi les grandes plateformes, OpenAI, Google, etc., sont conscients des problèmes de biais et autres et travaillent beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus ? Alors en fait c'est tout à fait, tout le monde essaye de trouver des solutions à tout ça. La particularité, c'est ça d'ailleurs qui a intéressé Harvard quand ils nous ont rejoints. La particularité en l'occurrence, c'est qu'on a une base de sciences sociales très forte. C'est-à-dire que tout le monde travaille sur des modèles pour orienter ou éduquer l'IA, mais assez peu de gens travaillent sur les principes que l'IA éduquée doit suivre. Et ça, c'est un travail théorique extrêmement important qui va servir non seulement pour maintenant, mais aussi pour les futures générations de l'IA. Donc c'est vraiment un chemin qu'on ouvre pour mettre l'IA durablement au service de la démocratie.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire créer de nouveaux grands modèles de langage, qui sont donc les moteurs de l'intelligence artificielle générative aujourd'hui, ou ça veut dire faire ce qu'on appelle du fine-tuning, donc intervenir après pour corriger, rectifier les biais. À quel endroit vous situez votre intervention en fait? Alors, c'est pas du tout de reconstruire des nouveaux modèles de langage, des Mistral. L'idée, c'est pas de réinventer la roue. Ah non, surtout pas. C'est de donner la boîte à outils pour que les modèles existants en open source puissent être rééduqués de façon à être débiaisés. Donc c'est vraiment un outil très pratique. Dans 2 ans, n'importe quelle ville dans le monde pourra co-construire une loi sans un biais en prenant les modèles de langue rééduqués qu'on aura mis en place. Ok, donc vous prendrez par exemple du Mistral open source, mais rééduqué. Mistral, du Llama. Peut-être qu'il y en aura plusieurs en fonction des cas d'usage. C'est une démarche de recherche. Ouais. Donc on va aussi construire en durée. Mais ce qui est révolutionnaire, c'est cette interconnexion entre, d'une part, une recherche académique en sciences sociales et les meilleurs de l'IA au monde en ce moment. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu utopique? Est-ce que vous espérez que véritablement ces outils-là soient adoptés, soient préconisés? Moi, je sens une exigence sur l'IA éthique partout. L'IA va s'immiscer dans tous les processus publics et les États sont beaucoup plus rapidement conscients des risques que ce qu'ils ont eu à l'arrivée des réseaux sociaux. Donc oui, la demande pour avoir des solutions qui ne soient pas biaisées va exploser complètement. Le parti pris, et c'est la chance d'avoir été financé par la BPI et France 2030, le parti pris, c'est d'en faire un commun numérique, c'est-à-dire d'en faire des outils qui seront accessibles gratuitement à tous, et c'est en ça que ça va revenir vertueux pour le marché. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Quel risque de biais, quel type de biais vous espérez corriger? Alors, les biais connus, c'est le biais d'opinion, évidemment. Est-ce que ChatGPT est de gauche, de droite? Compliqué le biais d'opinion, parce qu'entre gauche, droite française, libéral, sociodémocrate allemand, républicain, démocrate aux États-Unis, c'est très compliqué. Mais il est connu, celui-là. Le biais de représentation, vous dites docteur, vous avez que des hommes blancs de plus de 50 ans. Celui-là aussi commence à être documenté. Mais il y en a d'autres qui nous plaisent pas mal, on va tous les traiter. Par exemple, le biais de majorité ou de pluralisme. Quand vous faites une synthèse d'un énorme corpus, quelle place vous donnez aux idées majoritaires et aux idées minoritaires? C'est un acte politique majeur. Et aujourd'hui, il n'y a pas de principe établi. Et donc c'est là où le travail va nous permettre de commencer à poser les bases de ce qu'on appelle la démocratie dans des cas qui n'existaient pas du temps de Tocqueville. Et donc ensuite, vous espérez qu'on ira grâce à ça vers une IA plus, qui fera moins peur d'une certaine manière? Alors, je pense que c'est un enjeu énorme. Il faut traiter le sujet de la peur de l'IA, surtout dans des cas d'usage particuliers que sont les processus publics. Il y a un enjeu important. Un de nos partenaires, c'est Hugging Face, qui est la place de marché de tous les modèles. Hugging Face, entreprise basée aux États-Unis mais créée par des Français. Exactement. Qui est une sorte effectivement de supermarché des modèles d'IA. Ah, vous avez tous, il y en a 400 000. Voilà. Et Hugging Face, au jour le jour, les scores. Ils ont un contrôle panel, un tableau où on voit la qualité, la performance de chacun. Un des enjeux, ça serait de convaincre Hugging Face partenaire de mettre en natif dans tout son traitement les scores de est-ce qu'on respecte la démocratie. Et donc voilà, c'est en ça que ça va devenir un phénomène durable pour une compatibilité durable entre IA et démocratie. Donc dans le futur, par exemple, il y aura probablement des solutions, je ne sais pas, labellisées, estampillées, compatibles, éthiquement compatibles, éthiquement certifiés, et puis d'autres qui ne le seront pas? Absolument, et j'espère que les pouvoirs publics vont être très exigeants dans leurs usages propres. C'est vraiment ça aussi l'enjeu, c'est d'augmenter le niveau de maturité et d'exigence de la demande publique pour que ça soit propre. En revanche, l'éthique me paraît un autre sujet. C'est très compliqué l'éthique. D'accord ? Quand on veut être démocratique, on accepte des propos immoraux qui sont pourtant légaux. Dans l'éthique, c'est compliqué. Nous, on n'est pas dans l'éthique. On est les principes de la démocratie appliqués à des cas d'usage de l'IA. Très bien. Axel Daucher, autre initiative que vous lancez, ici à l'occasion de Vivatech 2024, c'est un moteur de recherche pour explorer toute la richesse de contenu qui est produite ici par les intervenants, les speakers, tous ceux qui prennent la parole. C'est un chatbot conversationnel dédié à Vivatech.
Alors là, c'est vraiment une première mondiale. Il n'y a aucun grand salon qui a fait ça. C'est une initiative qu'on a montée avec les Échos, avec Vivatech et avec Magic Lamp. Et le principe, c'est de prendre toutes les conférences, tous les flux vidéo des conférences et d'en faire, de mettre une intelligence artificielle qui va uniquement regarder ce qui s'est dit dans les conférences. Alors du coup, c'est magique, parce qu'on peut dire, mais qu'est-ce qu'a dit Yann Lequin Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la health tech Comment évolue le métier du CMO Est-ce qu'il y a eu des innovations qui concernent l'environnement? En fait, dans un salon comme ça, il y a des speakers exceptionnels, des conférences de très haut niveau. Malheureusement, il n'y a que peu de personnes qui ont le temps et l'occasion de pouvoir y accéder. Et là, pour la première fois, on rend ces contenus hyper accessibles. Et c'est une révolution. C'est une révolution dans le rapport entre le contenu et l'usage. Il ne suffit pas d'avoir 3 heures. En 2 minutes, on peut déjà être partie prenante d'une conférence. Donc ce moteur de recherche, enfin ce chatbot moteur de recherche, il s'appelle comment et on le trouve où? Alors en fait, l'initiative globale s'appelle Vivatech AI Report sur vt.report.make.org et ça contient à la fois le panoramique, ce qu'on vient de dire, cet outil absolument incroyable. Ça contient ce que les Échos en font, parce que les Échos, du coup, inventent un journalisme qui va se nourrir de ces initiatives. Et ça contient aussi un truc absolument fabuleux que fait Magic Lamp. C'est une sorte de démonstration de tout ce qu'on peut faire avec l'IA sur les conférences, et ça vaut vraiment le détour. Donc vraiment, allez voir, c'est vraiment le Vivatech AI Report, c'est une révolution mondiale. Cette initiative, elle est disponible uniquement pendant Vivatech aux participants de Vivatech ou bien elle sera accessible à tous après le salon? Elle est accessible à tous, vraiment. Chaque jour, vous avez toutes les conférences des jours précédents, accessibles à tous, Vivatech, pas Vivatech. Vivatech devient un hub, une sorte d'académie du savoir autour de la tech pendant 3 jours dans le monde. Merci beaucoup, Axel Daucher, make.org. Merci beaucoup.